Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble la construction du régime nazi, vraiment étape par étape. En s'appuyant sur les faits historiques, on va essayer de comprendre comment une idéologie, au départ marginale, a pu se transformer en une machine d'État, aussi totale, aussi implacable. La question qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Comment est-ce que ça a été possible? Comment une nation entière a pu basculer dans un système de contrôle total? C'est ce processus, cette mécanique qu'on va explorer. Alors tout commence avec un livre. Il faut revenir en 1923. Après sa tentative de coup d'État ratée, Hitler se retrouve en prison. Et c'est là qu'il va rédiger Mein Kampf, c'est-à-dire Mon combat. Attention, ce n'est pas qu'une simple autobiographie. Non, c'est bien plus que ça. C'est le plan, le projet détaillé de toute l'idéologie nazie. En fait, toutes les idées fondamentales, tout ce qui va suivre, est déjà là, noir sur blanc. Au cœur, vraiment au centre de cette idéologie, il y a ce concept de race aryenne. Pour les nazis, les Allemands seraient les descendants d'un peuple supérieur, les Aryens. C'est une idée complètement fabriquée, bien sûr, mais elle est absolument centrale. Cette croyance en l'inégalité des races, c'est la pierre angulaire de tout leur système de pensée. Et qu'est-ce qui découle directement de cette théorie raciale? Eh bien, l'antisémitisme. Ce n'est pas un détail, c'est un pilier de l'idéologie. Une haine viscérale, obsessionnelle contre les Juifs, qui sont désignés comme le bouc émissaire, les responsables de tous les problèmes de l'Allemagne. Ensuite, il y a cette notion de Lebensraum, qui veut dire espace vital. L'idée est simple et terrifiante. Pour que la race supérieure puisse s'épanouir, elle a besoin de plus de terre, de plus d'espace. Et voilà comment on justifie par avance les futures politiques de conquête militaire et d'expansion. Et enfin, pour mettre tout ça en musique, il faut un chef unique, incontesté. C'est le fameux Führerprinzip, le principe du guide. On met en place un véritable culte de la personnalité autour d'un seul homme qui est censé incarner la volonté de la nation tout entière et qui détient une autorité absolue. Bon, les bases idéologiques sont posées, mais une chose est d'avoir des idées, une autre est de les appliquer. Alors comment est-on passé de la théorie à la pratique? On va voir maintenant comment, une fois sorti de prison, Hitler va s'y prendre pour démanteler, pièce par pièce, la démocratie allemande. Il faut regarder la chronologie, c'est impressionnant de voir à quelle vitesse tout s'enchaîne. La nouvelle stratégie, c'est de prendre le pouvoir légalement. Le parti nazi exploite à fond la crise économique. Et hop, en juillet 1932, il devient le premier parti au Parlement. En janvier 1933, à peine 6 mois plus tard, Hitler est nommé chancelier. L'incendie du Reichstag en mars, c'est le prétexte parfait pour suspendre toutes les libertés et obtenir les pleins pouvoirs. En à peine plus d'un an, c'est terminé. La République de Weimar est morte. Mais attention, le pouvoir n'est pas encore total. Il reste un danger, et il vient de l'intérieur. C'est la SA, la milice historique du parti. Ils sont des millions, et ils deviennent de plus en plus critiques. Ils accusent Hitler d'avoir trahi les idéaux un peu socialistes des débuts. Face à eux, il y a la SS. À l'origine, c'est la garde personnelle d'Hitler. Eux, ils sont entièrement dévoués au Führer. L'affrontement se prépare. Et cet affrontement, il va être d'une violence inouïe. Dans la nuit du 30 juin 1934, c'est la nuit des longs couteaux. Hitler donne l'ordre à la SS d'assassiner tous les principaux chefs de la SA, à commencer par leur leader, Ernst Röhm. C'est une purge sanglante. Toute opposition interne est éliminée, brutalement. À partir de ce moment-là, le pouvoir d'Hitler est vraiment sans partage. Ok, le pouvoir politique est verrouillé. L'étape d'après, c'est de s'attaquer à la société elle-même. Le but n'est plus seulement de gouverner, non. Le but, c'est de contrôler absolument chaque aspect de la vie quotidienne des Allemands. Et ça porte un nom. C'est un régime totalitaire. Une dictature qui ne se contente pas que les gens obéissent. Non. Elle veut leur adhésion totale, leur soumission complète. Et pour y arriver, le régime nazi va mettre en place tout un arsenal de moyens. Très spécifiques. Le contrôle commence dès le plus jeune âge. Les enfants sont enrôlés de force dans les jeunesses hitlériennes pour être endoctrinés. Les adultes, eux, doivent rejoindre le Front du Travail, un syndicat nazi unique qui remplace tous les autres. Et même le temps libre, même les loisirs sont gérés par le parti via une organisation appelée la Force par la joie. L'idée, c'est que personne ne doit jamais échapper à l'emprise du régime. Pour s'assurer de ce contrôle, on utilise deux grands leviers, la séduction et la peur. Côté séduction, il y a la propagande, partout, tout le temps, orchestrée par Goebbels. Tout ce qui n'est pas dans la ligne du parti est censuré. On va même jusqu'à brûler les livres non allemands dans des immenses feux de joie, les autodafés. Et pour ceux qui oseraient encore résister, il y a la terreur. La Gestapo, la police politique, traque les opposants. Et les camps de concentration. Le tout premier, Dachau, ouvre dès mars 1933. D'abord pour les opposants politiques. Il faut bien comprendre que cette machine de contrôle n'est pas une fin en soi. Elle est au service de l'idéologie. C'est un outil pour mettre en application un projet meurtrier.
On va voir maintenant les conséquences bien réelles, bien concrètes de ces idées. En 1935, un pas décisif est franchi avec les lois de Nuremberg. Là, on légalise la discrimination raciale. Ces lois retirent la citoyenneté allemande aux Juifs et leur interdisent de se marier avec des non-juifs. L'antisémitisme, qui était une opinion, devient une loi de l'État. Et puis, il y a cette date, le 9 novembre 1938. Cette nuit-là, c'est la nuit de cristal. Un pogrom gigantesque, c'est-à-dire une chasse violente et organisée, est déclenchée dans toute l'Allemagne contre les Juifs. Les synagogues sont incendiées, les commerces juifs sont saccagés, des dizaines de personnes sont assassinées. La violence d'État qui était latente explose au grand jour. Mais la haine ne vise pas que les Juifs. Le régime est aussi eugéniste, c'est-à-dire qu'il veut purifier la race. Et pour ça, il faut éliminer tous ceux qui pourraient la souiller. Les handicapés, mentaux et physiques, seront les premières victimes de cette logique d'extermination. Ils sont systématiquement assassinés, souvent gazés. Alors, si on devait résumer toute cette structure totalitaire, comment faire? Eh bien, le régime nazi l'a fait lui-même à travers son slogan le plus célèbre, une devise qui dit tout de son ambition. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Un peuple, c'est le peuple de la race aryenne, le seul, le supérieur. Un empire, c'est le Troisième Reich, qui est censé durer 1000 ans. Et un guide, le chef unique, absolu, Hitler. Avec cette formule, tout est dit. Le peuple, l'État et le chef ne font plus qu'un. La boucle est bouclée. En voyant comment ce régime s'est construit pas à pas, on termine forcément avec une question qui reste fondamentale encore aujourd'hui. En observant ce processus historique, on ne peut pas s'empêcher de se demander, au fond, quels sont les signaux d'alerte? Quels sont les signes avant-coureurs qui nous indiquent qu'une démocratie est peut-être en train de vaciller?